Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE. Je suis Yarem et avec moi j'ai l'ami Hank. Salut Hank. Haha, j'ai tué Giscal. Giscal is dead. Giscal is dead. Giscal est encore en train de regarder WrestleMania. Ça va, ouais. Giscal n'était pas disponible pour une fois pour le show bleu. Et donc voilà, j'ai décidé d'être dans le maximum d'émissions en 7 jours. Donc j'ai presque tout fait sauf Raw. Bon, bah autant dire que de toute façon, t'as vu Raw, t'as vu SmackDown. Hein. T'as vu SmackDown, t'as vu Raw. Hein. J'ai tout vu, monsieur. C'était un petit peu, de toute façon, c'était un petit peu le mode repeat là pour le show bleu. On est resté un peu dans le même style que le show rouge. C'est le lendemain de soirée, on prend son temps, on est là pour célébrer notre nouveau champion, le champion préféré de Hank, l'homme au cœur d'or, l'homme qui se bat pour ses convictions, Kofi Kingston. Il est accompagné du New Day, Biggie nous parle voilà de ce grand moment qu'il a vécu, il nous place un petit grand écart là, alors je sais pas si c'est un nouveau truc là, de faire le grand écart devant tout le monde. Ils ont fait l'histoire à WrestleMania, ils continuent de vouloir faire l'histoire ensemble. Sous-entendu, on a un champion noir à la WWE, c'est rare, profitez-en. C'est la première fois. Hein? De cette ceinture-là, c'est la première fois. C'est vrai. Ouais, parce que sinon, c'était quoi? On a eu Booker T avec le titre poids lourd, c'est ça? Oui, c'est possible, oui, il me semble. J'ai pas vérifié. Et Mark Henry, mais c'est vrai que le titre... Oui, Mark Henry, je me souviens qu'il avait eu le heavyweight. Mais voilà, c'est rare ces moments-là. Xavier Woods aussi est honoré d'avoir suivi la carrière de Kofi. On se souvient, il y a quelques années, il avait avoué que son objectif à Xavier Woods, c'était pas de devenir champion, c'était de faire en sorte que Kofi devienne champion. On peut dire que 3 ans plus tard, mission accomplie pour Xavier Woods. Donc ils restent ensemble et il y a un lien vraiment très fort entre les deux et ils sont là pour apporter le changement, le vent du changement qui va souffler de la bouche de Kofi. Mais Kofi dit que tout ça c'est voilà, Kofi après prend le micro parce que voilà, on sait que Kofi a du mal à prendre le micro, mais il a fini par prendre le micro. Il a dit que tout ça était impossible, incroyable, mais il l'a fait. Il remercie encore sa famille, il en place une pour sa famille. Mais le bar est The Bar est là. The Bar interrompt à nouveau la célébration des champions. Et c'était plutôt bien vu, j'ai trouvé. Il nous dit qu'en fait, il nous raconte que ils ont sauvé Kofi. S'ils sont intervenus hier, c'était à Raw, c'était pour sauver Kofi d'une horrible défaite. Et donc empêcher Rollins de lui piquer le titre. Et du coup, il propose un 6-man match ce soir. Alors Biggie fait, mais attends, t'es con ou quoi? Vous êtes que 2, on est 3, c'est pas possible. Et là, les petits Européens nous expliquent qu'ils se sont fait un nouveau copain à Monday Night Raw. Et ce nouveau copain, c'est pas un Irlandais, c'est pas un Suisse, c'est un Écossais. Drew McIntyre est là. Et du coup, on aura notre main event, un 3v3 ce soir. Bon, bah écoute, Kofi Kingston continue sa tournée nouveau champion. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette célébration pleine de jolis ballons de toutes les couleurs, hein, couleur arc-en-ciel? Ouais, alors j'avais déjà dit dans la review de Mania que j'avais eu du mal avec le match Brian Kingston. Enfin, du mal à croire à l'histoire de Kofi Kingston, en fait. C'est-à-dire que le symbole est très beau, etc. La façon dont c'est raconté est tellement fausse. Enfin, tout ça sonne très faux, quoi. Mais parce qu'il a pas, voilà, pour moi, il a pas démontré que voilà, il s'est dépassé vraiment pour devenir champion. En fait, c'était exactement le même Kofi Kingston qu'on a connu avec les mêmes prises, etc. Mais et puis là, pour célébrer le fait qu'il soit champion, et il laisse ses potes parler pendant 5 minutes et puis à la fin, il prend 30 secondes pour dire merci ma femme, merci à Dieu, merci. Ouais. Non, on a vraiment, il y a aucun.
ça manque totalement de relief. Heureusement que The Bar arrive parce que il y a pas de hargne, il y a pas d'énergie en fait dans ce qu'il dit. C'est un peu l'exact inverse de Becky Lynch qui a réussi, enfin on va en parler après, qui a réussi à faire la même promo de façon un poil différente, mais avec la même énergie 2 jours de suite. Et du coup, moi je l'ai trouvée convaincante, même la deuxième fois quoi. Mais là, Kofi Kingston, on dirait il a vraiment pas la hargne en fait. Il est juste voilà, il est juste content et puis il est limite en train de dire merci de m'avoir offert ça en fait, comme s'il l'avait pas gagné quoi. C'est un peu moi je trouve qu'il donne tellement l'impression que qu'on lui a donné le truc dans les mains voilà et que service rendu quoi. C'est pas l'histoire du voilà, pour moi c'est pas du tout Kofi Kingston, c'est pas l'histoire du B+ player qui a su se dépasser ou alors qui était mésestimé etc. J'ai plus l'impression du gars ouais, où on s'est rendu compte ah merde mais Kofi en fait il est vachement sympa et tout et puis il mérite d'avoir une ceinture un peu en trophée de participation quoi. Donc, un beau trophée de participation ceci oui voilà mais l'embêtant c'est que du coup ça construit pas un champion moi auquel je m'attache et je pense que le public même si là on est toujours dans l'effet dans la vague ça va pas durer je pense que si ça continue comme ça pendant 2 semaines je pense que le public va très vite se calmer parce que voilà il y a pas de voilà il y a vraiment pas d'écriture derrière lui. Par contre derrière The Bar il y en a une et j'ai trouvé justement ce raisonnement c'est le genre de détail qui n'est pas vraiment un détail d'ailleurs mais le genre d'explication c'est peut-être un détail pour vous mais pour Hank ça veut dire beaucoup quand ils expliquent leurs actions comme ça j'adore quand il y a une intervention dans un match et soit avant ou soit après on nous explique enfin il y a un moment où on comprend vraiment pourquoi il y a eu une intervention, c'était pas juste sorti de nulle part parce que Arrow ça sortait un peu de nulle part quoi, The Bar qui arrivait comme ça c'était juste genre est-ce qu'ils sont juste là pour faire chier et leur raisonnement se tient finalement parce que au niveau kayfabe, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Seth Rollins, Kofi Kingston, c'est Seth Rollins qui va gagner. Donc voilà. Ça se tenait plutôt bien. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez rare pour le souligner. En plus, ça rajoute un peu de la mauvaise foi. Il y a à la fois l'explication de pourquoi ils sont intervenus et en plus, ça rajoute un peu de hit parce que les gens ont pas envie d'entendre que leur champion allait perdre la veille et qui a été sauvé par 2 vilains garnements. Donc ça, c'était plutôt bien vu. Et l'arrivée, en plus de Drew McIntyre. Alors, on est à une semaine du shake-up, donc on s'est... Ils nous ont spoilé quelques drafts qui vont se passer la semaine prochaine. Tu veux dire dans cet épisode-là ? Oui. Enfin, dans les 2 épisodes qu'on a eu, ouais, je pense qu'il y a. Mais ouais. Je pense qu'il y a 2-3. Il y a 2-3. Il va forcément être à SmackDown, McIntyre. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a autant il y a 2-3 peut-être apparitions, que c'est plus des tests, on n'est pas trop sûr. Autant là, celle de Drew McIntyre, c'est une entrée en fanfare et c'est tellement bien amené et bien écrit, si je puis dire, que ce serait dommage de pas valider ce transfert. Et puis c'est parfait parce que ça fait oublier sa défaite contre Reigns. Donc c'est vraiment du bon. Bon, on verra tout ce beau monde dans le main event. On continue direction la division tag team ce soir. Alors grosso modo, il n'y aura eu aucun match en 1-to-1 ce soir. C'est que du tag team, du 3v3. En l'occurrence, là, c'est Ricochet et Aleister Black. Ça fait 4 jours, 4 jours qui catch tous les soirs, les gars. Oui. J'avoue, et du coup... J'avais de la peine pour Aleister Black, quoi. Quand il est arrivé, j'ai fait putain, le gars, ça fait 4 soirs de suite. Et sa planche là, qui monte, elle grince toujours autant. Il y a toujours le bruit de pont-levis là, dégueulasse. Faudrait mettre un petit peu de WD-40. Mais de l'huile. Ouais, c'est ça. Tu fais des références que je sais pas si tout le monde va connaître, mais c'est bien, on va tester. Dites-nous dans les commentaires. Du coup, pour un petit peu les reposer, on leur a donné un 3e partenaire très particulier puisqu'il s'agit de Ali, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler dorénavant. Ali, et tous les 3 affronteront ce soir Shinsuke Nakamura, Rusev et Andrade dans un match tout à fait correct qui voit la victoire des gentils avec ce 450 splash pour la victoire de Ali sur Andrade après avoir placé un petit reverse DDT. Mais ça se termine pas là, puisque Randy Orton, qui passait par là,
place un RKO sur Ali, qui était plutôt bien foutu. Je m'étonne toujours de me faire surprendre par les RKO de Randy Orton. Mais après, c'est la surenchère, puisque Rusev se prend un stunner de la part de Kevin Owens. Et du coup, c'est là que c'est dans ce passage que Randy Orton, quand il est reparti sous la rampe, il faisait genre il était ébloui par les lumières. Ouais. Ça, c'est bien vu. J'ai pas compris si c'était une référence à WrestleMania ou si c'était encore le cas. Ah oui. Non, je pense que c'était une référence à WrestleMania où effectivement les fans, une partie des fans ne voyaient rien du tout du match parce qu'ils se prenaient les lumières dans la gueule, et Randy Orton s'était excusé platement sur les réseaux sociaux pour dire je suis désolé les gars. Mais ouais, ouais, carrément, je pense que c'était un petit taunt. J'avais oublié que c'était pendant son match en fait. Si ouais, c'était carrément pendant son match quoi. Donc ce qui avait expliqué en partie que la foule était un petit peu désordonnée à ce moment-là. Voilà, donc tout le monde essaie de faire une grosse impression là avant le shake-up. Est-ce que quelqu'un t'a fait une grosse impression avant le shake-up dans ce... Là, c'était un petit peu regardé à SmackDown, on a du beau monde quoi. Ouais, bah moi c'est toujours, enfin je veux dire Black et Ricochet, je sais pas comment ils font, ils sont toujours aussi bons tous les soirs. C'est ouf hein. Autant cette team était amenée n'importe comment, autant ils sont... Ouais, et non, mais c'était un match vraiment bien efficace avec les spots qu'il faut, avec ce petit poil d'humour, avec la séquence où comment Aleister Black, son fameux flip sur les cordes, où il retombe les jambes en tailleur. En tailleur. Et là, du coup, il y avait Ricochet qui faisait aussi une pirouette jambes en tailleur. Et là, Ali qui n'avait rien à faire, il est juste venu pour se mettre les jambes en tailleur à côté des autres. Je peux venir les copains. Et ouais, non, ouais, il y avait un côté un peu léger qui était plutôt sympa. Et puis, bon, non, c'était vraiment un match plutôt cool. Comme tu disais, enfin, je parlais de spoiler, mais les deux là, par exemple, Orton et Owens, par contre, je sais pas si ça sera Raw ou SmackDown. Peut-être que Owens va revenir à Raw, mais je sais pas si Orton aurait vraiment sa place à Raw parce qu'il va pas avoir lui une position aussi comment, il aura pas autant d'opportunités d'être dans le haut du panier par rapport à après c'est pareil, tout dépend qui jarte de Raw. Peut-être oui, je te donne un Orton et tu me donnes 3. On verra plus tard que il y a eu un petit transfert visiblement en avance d'un gros morceau de viande. On en parlera juste après d'ailleurs. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je vois bien Orton et Kevin Owens aller du côté de Raw après avoir est devenu un petit peu cassé la fin du match. Ah, non, mais moi ce que je disais c'est que ces deux-là, je sais pas trop. En fait, c'est les deux. Autant je pense que Ricochet et Black, je les vois à SmackDown. Mais Owens et Orton, je sais pas vraiment en fait. Je pense que c'était surtout pour faire figuration un petit peu la semaine après Mania, l'histoire de se rappeler. Tout le monde monte sa gueule quoi. Bon, je vous parlais d'un gros morceau de viande qui est arrivé à SmackDown sans crier égard. Et ben c'est dans la séquence qui suit, puisque on a R-Truth, c'est pas lui le gros morceau de viande, hein, et Carmella c'est pas elle non plus, qui sont venus célébrer la victoire, hein, la Battle Royale. Alors évidemment R-Truth se plante en disant qu'elle a gagné le Andre the Giant Battle Royale, je crois. Il se plante et puis ouais. Non. Oui, je crois. Et puis en plus c'était très bizarre parce qu'il commence et dit c'était une nuit historique parce que Becky Lynch a gagné les 2 ceintures. Tu te dis. Ouais. Pourquoi il rappelle tout ça? Mais alors, moi, c'est un truc ça me rendait fou, quoi. Je sais pas si, je me souviens même plus si à Raw c'était déjà le cas, mais genre, tout le long de l'épisode, tous les babyface étaient, genre, obligés, de placer un mot pour Becky, une petite case dédiée pour Becky et Kofi, leur victoire à Mania, quoi. Genre, c'est bon, on a compris. Vous étiez tous devant votre télé pendant le match de Kofi, ok, d'accord, mais... C'est parce que c'est des trucs historiques, alors hein, il faut les répéter et répéter. Ah ouais, l'histoire à la WWE, c'est important, effectivement. Du coup, voilà, mais ce qui était important, c'était la victoire de Carmella à la bataille royale. Ils ont aussi
Autre au fait, fait le plus gros Seven Break Dance de l'histoire, devant 80 000 personnes, c'est pas rien. Carmella dit qu'elle est contente parce qu'elle s'est fait un pote, enfin voilà, elle a passé une bonne année, elle s'est fait un ami avec un Chouf, ils sont bien et tout. Et Samoa Joe débarque. Lui, il vient là pour tuer, quoi. Il est pas là pour célébrer ou danser. Il veut vraiment... il appelle à la concurrence, quoi. Il veut un petit peu de challenge, un peu de compète, quoi. Vu lui qui a expédié qui a détruit Rey Mysterio en moins d'une minute. Il promet quand même de détruire n'importe qui dans le roster en moins d'une minute. C'est ça. Bah, écoute, moi j'attends de voir, et pourquoi pas. Je sais plus, est-ce qu'il s'attaque à Truth? Ouais, je pense. Non, Je même pas. sais pas, non, j'ai pas l'impression, j'ai pas le souvenir que. Je me souviens plus non plus, toi. J'aurais bien vu s'attaquer à Truth et Carmella, moi. Oh, c'est possible qu'il les menace. Bon, en tout cas, bon, je pense que de toute façon. c'est la suite qui est intéressante. Ah bah oui, évidemment que c'est la suite qui est intéressante, puisque Braun Strowman arrive. Voilà notre gros morceau de barbac. Et il vient botter le cul de Samoa Joe, mais il se fait choper. Il se fait prendre dans le choc, dans l'étranglement de Samoa Joe. Le célèbre étranglement de Samoa Joe. Samoa Joe qui veut étrangler tout le monde, mais il veut aussi étrangler Braun. Et ce que je kiffe trop avec Samoa Joe, c'est quand Braun Strowman arrive, le mec il fait allez viens te battre et tout. Enfin genre le mec, je pense c'est un des seuls heels qui recule pas en voyant Braun Strowman arriver. Mais Braun Strowman arrive à s'en sortir et Samoa Joe finit par se barrer. On nous tease quand même une feud entre deux sacrés morceaux là. Ça promet. En tout cas sur la balance, ça pèse lourd déjà. Si t'arrives à mettre les deux sur la même. Mais ouais, et je crois que Strowman tente de faire un slam avec Joe et il s'en sort. Mais ouais, ça pourrait être vraiment très bien parce qu'on n'a pas vraiment. Je me souviens plus de la dernière feud de grosses masses comme ça qui en même temps se débrouillent vraiment au micro. Je pense que les deux pourraient faire vraiment une feud presque, j'allais dire presque originale, dans le sens où c'est deux mastocs, mais qui savent parler au micro, quoi, qui n'ont pas besoin de déléguer ou quoi que ce soit, ou de manager. Et donc Joe qui, même si Strowman n'est pas inspiré, Joe le sera toujours. Donc il peut, voilà, Joe c'est quand même le mec qui a un peu ressuscité le règne de AJ Styles, qui était en train de on voit bien le résultat, AJ Styles étant loin de Samoa Joe. Ouais. il est loin de tout. Bah là, il est blessé en plus, Styles. Ah merde, le con. Ouais, du coup, il est vraiment loin de tout. Non, mais donc voilà, c'est sûr que ça fait saliver. Franchement, s'ils nous ont montré ça, c'est forcément que Strowman est dans le show bleu la semaine prochaine. S'il l'est pas, c'est complètement stupide. Mais donc voilà, ça fait saliver, en plus de Drew McIntyre qui vient, etc. Bon, que des bonnes nouvelles là. Ouais, faudrait qu'on regarde ça, tiens, Regardez ce qu'ils vont perdre, par contre. Ouais, c'est ça, voir le shake-up, et à la fin, faudrait prendre le Styles à Raw. Ah, mais bon, il est en convalescence pendant 2 mois, mais on vous l'envoie. C'est ça, on le met sur la liste des blessés, Mais c'est vrai que ça fait un sacré barbecue là, avec tous ces gros morceaux de viande qui sont venus là, qui viennent à SmackDown. Ça va être le show des Golgoth SmackDown. Voilà. Voilà, il faut bien vendre le passage à la Fox, donc on va nous mettre des monstres de foire. Oui, c'est vrai qu'il y a ça qui joue aussi. Ah ouais, attends. Et surtout, Samoa Joe, moi je suis impatient justement de voir quel type de promo il va sortir à Braun Strowman, toi. Parce que qu'est-ce que tu peux sortir comme promo pour un petit peu détruire verbalement Braun Strowman, toi, autant c'est l'art de Samoa Joe. Il y a le fait que Strowman... Alors bon, c'est une corde sur laquelle il commence à tirer un petit peu trop, mais surtout Orton. Mais il y a le fait que Strowman est un produit WWE et que Joe, il a 15 ans, même plus de 15 ans d'expérience sur le circuit. Donc du coup, il peut jouer sur le fait que il a jamais, Strowman, il a jamais rencontré il a jamais rencontré vraiment un adversaire qui n'avait pas peur de lui, sauf peut-être Lesnar. Il y a Roman Reigns quand même.
Oui, oui, c'est vrai. Il y a Tu veux dire qu'il avait peur de Braun Strowman au fond de lui? Il savait que... J'ai vu dans le regard de Roman. On va faire tout un épisode pour faire rager Gifkel. Non, bah, je sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que je lui fais confiance. De toute façon, Samoa Joe, il trouve toujours quelque chose. Il nous a vendu une rivalité contre Lesnar, alors que à l'époque où tous les gens qui étaient, enfin, à chaque fois qu'il y avait une rivalité contre Lesnar, personne n'y croyait. Enfin, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'opposait à Lesnar, personne n'y croyait. Et donc voilà, il serait capable de vendre n'importe quoi. C'est surtout la garantie que ça va être deux mecs qui vont se rentrer dedans, quoi. Et ça c'est Ouais, ouais. suffisamment rare Et d'avoir je ce pense genre que de... Joe peut nous proposer quelque chose de nouveau, un peu contre Strowman, qui sera pas juste un combat David contre Goliath. J'espère, voilà, qui donne un peu de fraîcheur. Bon, messieurs, voilà, il faut Je sais. pas nous décevoir là. Ne nous décevez pas. On mise tout sur vous. Qui mise sur beaucoup, c'est Paige, puisque ou c'est après la séquence. Ouais, c'est après la séquence. Non, d'abord il y a Iconics qui débarque. La Oui. Iconics, justement, on parlait en off avec toi, Hank, on parlait du piètre règne de Sasha Banks et Bayley. Sasha Banks qui est en déprime et qui fait des posts sur les réseaux sociaux un peu cryptiques. Et ben les Iconics, elles viennent et surtout, en plus, elles rajoutent une couche en expliquant qu'elles vont un peu reprendre l'idée, enfin le principe qu'avait lancé Bayley et Banks de défendre un peu le titre, voilà, des championnes combattantes et de lancer des défis et pas de se cacher. Et du coup, ce soir, elles vont tout simplement affronter des compétitrices locales, hein, des catcheuses locales qui sont undefeated, donc invaincues. Les Brooklyn Bells, alors vous l'aurez compris, c'était des jobbeuses, hein, évidemment, mais elles tentent de les mettre over. Donc on a un match, voilà, un squash très rapide avec donc la victoire des championnes contre Christine et Carissa. Voilà, notez ces noms, vous ne les réentendrez plus jamais. Belle victoire, donc des nouvelles championnes tag team. Et après, on a une petite séquence backstage, justement, avec Paige, qui parle un petit peu comme si elle était toujours en train d'être général manager de SmackDown. Mais en fait, elle nous explique que la semaine prochaine, elle va ramener une nouvelle, je crois qu'elle précise nouvelle, hein, mais je suis plus sûr. Oui, elle dit Parce que chaque mot est important, ouais. une nouvelle tag team. Une nouvelle tag team à la WWE. Ma question, toi, Hank, est-ce que tu es impatient de voir Nia Jax et Tamina à SmackDown? Ce sera plus Nia et Tamina, ce sera Tamina et Nia. J'ai du mal à voir quel tag team ils peuvent créer pour un petit peu donner un peu d'aura à cette ceinture. Je crois pas que ça va être Nia et Tamina. Ça serait sacrément décevant. J'espère que ce n'est pas Aliyah et Vanessa Borne de NXT. J'espère peut-être qu'ils créent de toutes pièces une tag team avec Candice LeRae et qui ça? Allez, soyons fous, ils sacrifient Kairi Sane. Kairi Sane et Candice LeRae. Non, ou non, c'est tout simplement Kairi Sane et Io Shirai. Mais c'est vraiment une nouvelle tag team. C'est une nouvelle tag team pour le main roster. Ah oui, bah oui, mais faut toujours comprendre que le main roster est totalement indépendant. Est une entité autonome. À part 3 ou 4 jours pendant l'année, le main roster ne prend pas en compte NXT. NXT n'existe pas. Donc oui, c'est une nouvelle tag team hein, pour eux. Je sais pas exactement. Moi, j'aimerais être surpris. J'aimerais que ça soit pas Io Shirai et Kairi Sane. Je sais que n'importe quel smart veut que ça soit Io Shirai et Kairi Sane, mais j'aimerais être surpris, ouais. Peut-être une paire, tu dis Candice LeRae et puis une autre fille d'NXT. Beth Phoenix et Natalia. Ouais, peut-être que c'est une nouvelle tag team dans le sens elles se sont reformées il y a pas longtemps. Nouvelle tag team de pré-retraités. Non, mais
Ouais, je sais pas exactement. Par contre, oui, la question que j'allais te poser, c'est moi qui ai suivi le produit de très loin ces derniers mois. Paige, elle est pas censée être toujours responsable de la division féminine, en fait? Non, 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 justement, elle non, peut non. Alors, plus. attends, non, non, non. Il y a eu un gros coup de tonnerre il y a quelques mois. Les McMahon sont arrivés. Ils ont dit, écoutez, les audiences, enfin, c'est de la merde à cause de Baron Corbin. Alors, Baron Corbin, c'était sa faute. Et du Mhm. coup, on reprend le show en main. Du coup, il y a plus d'histoire de general manager. Donc, tout a été remis à plat, remis à zéro. Il y a plus de general manager. D'accord. Il y a plus de responsable de la division féminine, alors qu'effectivement à l'époque ils avaient mis notamment Alexa Bliss à la tête de la division féminine, mais genre ça a duré 2 semaines, c'était un CDD très courte durée. Mhm. Et la pauvre Paige était repartie à la queue entre les jambes quoi, Brocouille. comme on dit dans le bouchonnois. Du coup, elle avait plus rien. C'est pour ça elle revenait un peu en mode j'étais là, mais attends, qu'est-ce que tu fous là? T'as Je plus sais pas, mais des moments, on a l'impression que ils prennent pas trop en compte leur ancienne décision et que on reconnaît un petit peu les figures d'autorité et qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Comme Shane donne des moments l'impression qu'en fait il a le pouvoir quoi sur le show Bah, concrètement, au niveau de l'organigramme qui est faible, c'est les McMahon qui ont la Mhm. main mise sur les deux shows. Ouais. Donc n'importe qui, y compris Vince, Triple H, Stephanie et Shane, peuvent prendre des décisions sur les deux shows à n'importe quel moment. Ouais. C'est ce qui se passait au début en fait. Au début, chaque semaine, t'avais l'un ou l'autre qui venait et qui bookait les matchs. C'était un Et peu le après ils en ont bordel. eu marre de prendre l'avion quoi. Après ils en ont eu marre, ils sont restés à la maison et puis c'était juste les scénaristes qui bookaient les matchs, enfin Mhm. les bookers Ah, mais backstage qui bookaient les matchs quoi. ouais, mais enfin Shane, du coup, ça me donnait plus cette impression-là parce que forcément, il était officiellement GM pendant tellement longtemps que voilà. Mais Ouais. bah écoute, on verra bien la semaine prochaine, mais ça m'étonnerait pas que du coup, non officiellement, ils remettent Paige un petit peu comme bookeuse de la division féminine. En tout cas, ils l'ont ramené enfin, ils l'ont invité à WrestleMania pour commenter. Ouais. Le Ou match. tout simplement manager, tu sais, de team, quoi, d'équipe. Hein. Ou c'est peut-être ça, ouais, ou c'est peut-être que ce qu'elle disait en fait, c'est que c'était son équipe, C'est enfin ouais, celle qui va les ses amener, poulains. quoi. Ouais. Donc du coup, pour mettre comment il s'appelle déjà? Mandy Rose et Oui, non, mais je cherchais le nom de l'équipe. Absolution. Voilà, j'ai failli dire évolution en fait. C'est tout fini par Sion. Donc du coup, Absolution, bah, faut les mettre à la poubelle, alors faut les séparer tout ça. Ouais, Enfin, tu me diras maintenant, ouais. c'est dommage avec une belle division tag team comme la nôtre là, ce serait dommage de péter les équipes qui sont des vraies équipes pour la peine quoi. À la limite tu les envoies à Raw pour pas qu'elles recroisent le chemin de Paige si vraiment ou alors tu les gardes et puis tu construis un truc autour Ouais. mais effectivement à voir, ça attise notre curiosité. Tu parlais de Shane McMahon et ben ça tombe bien puisque Shane est là justement. Il est là. Il nous explique que WrestleMania 35 était sold out parce que tout le monde est venu le voir mettre une pâtée aux mises. Voilà, il se gargarise un petit peu d'avoir. Il nous raconte un petit peu ce qui s'est passé avec le père du Miz, George, qui était intervenu et il est en train de mimer. Ah, j'ai vu ce type là, il est monté sur le ring. J'étais là comme ça. Putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Puis ça a approché. Alors je me suis approché. Il m'a regardé. Alors je l'ai regardé. Et puis il a commencé à vouloir se battre. Alors bah il a fallu se battre. Et puis donc évidemment donc il explique que si le Miz n'est pas là ce soir, bah c'est à cause ou grâce à lui. Il nous montre un beau cocard, hein. Il a un bel au beurre noir. Il nous explique que c'est à cause de George. C'est George qui lui a fait Ouais. mal. Alors qu'il lui a pas mis un coup pendant le match. C'est ça, oui. Alors je suis, attends, ouais, mais attends, il t'a pas touché le mec. Il est très, Non, non. finalement, mais bon, c'est la force mentale de George. Monsieur tête de patate. Ouais, c'est tellement génial ce. Quel beau méchant. Et après, il s'en prend évidemment à l'annonceur, Greg Hamilton. Il dit, bah, tu vas m'annoncer comme étant the best in the world. Et alors l'autre, il le fait une première fois, ça lui convient pas. Et puis alors là, c'est vraiment le sketch du petit chef, du petit con qui fait répéter sans cesse, qui redonne le même ordre sans arrêt parce qu'il est jamais content. Donc le pauvre Greg Hamilton, il va dire au moins 15 ou 20 fois
annoncer Shane McMahon le The Best in the World. Et donc, il va le traîner par la cravate. On sait qu'il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça. Jusque sous le Titantron. Et à la fin, il parviendra enfin à le dire correctement, parce que c'est vrai qu'il le disait mal. Hein. Il l'annonçait mal. Greg Hamilton donc, place l'annonce et Shane McMahon repart un petit peu tranquille, voilà, parce qu'il a eu ce qu'il voulait et puis il a montré que c'était lui le patron, quoi. C'est vrai. Après, il danse alors qu'il y a pas de musique. Oui, il fait sa petite danse tranquille, voilà, en silence, quoi, et puis il repart. Bon voilà, hein, on vient de nous montrer que c'est lui le grand méchant. Le grand méchant, c'est Shane McMahon. Ouais. C'est vraiment l'angle du sale petit chef. Un petit peu pour passer le temps, quoi, ce segment. Mais ouais, ça a duré longtemps, hein, ça c'est sûr. Il y avait rien du tout. Enfin, il y avait aucun élément en plus par rapport à ce qu'on sait. Mais bon, c'est vrai que la séquence, bon, il l'avait déjà fait à WrestleMania, mais la séquence où il fait répéter, je sais plus son nom d'ailleurs, Greg Hamilton. Greg Hamilton, voilà. Il le fait répéter. C'est vrai que c'est marrant. Il y a des moments où j'ai un peu mal quand même pour lui, pour Greg Hamilton, parce que il y a un poil d'humiliation dans le truc, genre en mode le moment où du coup il tire tellement sur enfin il est en train de descendre du ring et il tire tellement sur la cravate que l'autre il est étouffé. C'est un peu limite, mais c'est de l'humour McMahon, quoi. C'est ça, quoi. C'est des moments on fait j'ai vu ça comme un petit clin d'œil à Justin Roberts qui a sorti son bouquin il y a pas longtemps là, l'ancien annonceur de la WWE. Si vous aimez les mecs qui balancent des gros dossiers, des grosses cartouches sur leur employeur, en l'occurrence la WWE, je vous conseille ce bouquin. Putain, je lirais bien ce truc. Parce qu'il balance, hein. Oh la vache, putain, il y a tout qui passe. Hein. Le mec a visible. C'est sa version à lui, toi, mais quand tu lis, il a vécu un enfer alors que c'était juste un fan qui rêvait de bosser pour la WWE, et à la fin, il est juste dégoûté de WWE parce qu'on lui a fait vivre un enfer pas possible. Et c'est lui qui s'était fait justement étrangler par Daniel Bryan avec la cravate et qui avait causé qui est faible le départ de Daniel Bryan. Donc il y avait un petit, je sais pas si c'était fait exprès, mais moi j'ai vu ça encore. J'ai vu ça. Mais ouais, non, après il y a tellement de il y a tellement de soi-disant rumeurs et de choses qui remontent régulièrement à la surface, que au bout d'un moment il y a forcément au moins 10% de tout ça qui est vrai, et ne serait-ce que ces 10% qui sont vrais, voilà, il y a vraiment c'est une entreprise très bizarre, la WWE. Ouais, de toute façon, pour avoir tous les points de vue, faut lire tous les bouquins et quoi. Puis ça prend du temps. Puis c'est pas toujours très bien écrit, alors bon, à voir. Moi j'aime bien, c'est quand Jericho raconte ses échanges de SMS avec Vince McMahon aussi. N'hésitez pas à regarder Inside the Ropes avec Jericho. Il y en a plein des vidéos des Inside the Ropes avec Jericho, et il y a des moments où il sort des trucs, des échanges avec Vince McMahon. Tu te dis, mais c'est vraiment, il réfléchit vraiment. Il a une telle rancune, Vince McMahon, pour le moindre truc. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être un sacré personnage, mais que veux-tu? C'est lui le boss du game, hein, donc pour en arriver là, il faut aussi savoir un petit peu se débarrasser des opportuns. En parlant des opportuns, il y a une grosse opportunité, une opportunité de titre ce soir, puisque comme à Raw, on a un match pour le titre tag team. Les Usos qui placent une petite case dédiée à leur frangin Kofi, hein, comme tout bon babyface ce soir, comme je vous l'ai dit. Ils ont un match face aux Hardy Boys qui n'était pas du match pour le titre à WrestleMania, mon grand regret. Donc du coup, ils ont séance de rattrapage. Et tant mieux pour eux, puisque les frangins Hardy, à la faveur d'un twist of fate suivi d'une Swanton Bomb, remportent le match et deviennent donc les nouveaux champions tag team par équipe de de SmackDown, du show bleu. Victoire célébrée de façon très courte par Matt et Jeff, puisque le freak Lars Sullivan débarque et allonge les deux hommes avec son freak accidents là, et son headbutt là, tout en finesse. Tout droit vers les jobbers d'ici 3 semaines. Pour The Freak.
pour Lars Sullivan, ouais, le gentil monstre. Non, c'est juste. c'est une introduction. Enfin, c'est la Raw, c'est la SmackDown, c'est nul. Enfin, il y a pas d'intensité dans ce qu'il fait. On comprend pas vraiment pourquoi il arrive à ce moment-là, etc. Et puis il vise les personnes un peu. Retraité. Ouais, voilà, mais il vise Kurt Angle. Qu'est-ce que tu veux te taper de la hit contre Kurt Angle, sachant que toute la hit contre Kurt Angle, elle a déjà été prise par Corbin. Donc ça sert à rien. Il te reste un petit peu de hit, s'il te plaît, vas-y, balance un peu de hit. Je voudrais 5% de hit sur la rivalité Corbin-Kurt Angle, s'il vous plaît. Mais donc ouais, non, c'est très mal. Alors pour le coup, ça fait partie des trucs qui sont très mal faits. Je trouve, c'est vraiment l'introduction de Lars Sullivan. Enfin, la deuxième introduction de Lars Sullivan, puisqu'il nous a la réintroduction. Il a eu quelques soucis psychologiques. Mais ouais, donc vraiment pas convaincu. Je suis pas persuadé que, même s'il est poussé, je suis pas persuadé que ça dure pendant très longtemps, parce que je trouvais vraiment que Lars Sullivan n'aurait pas dû arriver dans le roster principal, parce que c'est pas un mec qui a eu une hit incroyable à NXT. Il a jamais fait de match qui était vraiment référence ou marquant, etc. Je trouve que le personnage n'était pas encore bien défini, quoi. Donc il y a clairement des heels qui sont meilleurs que lui à NXT, quoi. Donc, donc là, le faire monter comme ça dans le roster principal, ça me rappelle un peu Elias quand il est monté et que on se disait il est pas vraiment à NXT, il a pas convaincu. Alors Elias a réussi, coup de génie. Il se fait sa place, mais pas entre les cordes, quoi. Ouais, voilà. Donc Lars, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que il va falloir qu'il fasse des gros efforts, ou alors qu'on l'aide beaucoup pour qu'il fasse avancer son personnage. Mais je pense que personne n'a peur de Lars Sullivan cette semaine. Hein. Je te dis, c'est le gentil monstre, c'est Monstre et compagnie. Il arrive pour ramasser des miettes à chaque fois. Ouais. Moi, c'est peut-être pour ça qu'on envoie tous les Golgoth à SmackDown, comme pour le faire une petite place à Raw, tu vois, parce que moi, il m'a paru tout petit, en fait. Quand il a pas son entrée de NXT avec en contre-plongée, à contre-jour, avec ses poils comme ça que tu aperçois, sa silhouette poilue. Là, tu le vois arriver, c'est juste un mec déformé qui a pas l'air très malin, quoi. Et puis c'est dur d'introduire Lars Sullivan quand t'as introduit Braun Strowman un quart d'heure avant, quoi. C'est ça, ouais. Ça aussi, c'est une logique. Après, bon, c'est facile, on est là à commenter, à avoir regardé le show, etc. Mais c'est quelque chose qu'ils auraient dû voir quand même sur leur planning. C'est-à-dire que quand t'introduis Braun Strowman qui arrive à SmackDown, tu peux pas 15 minutes après dire « Oh mon Dieu, Lars Sullivan, la bête incroyable !» Non, il y a Braun Strowman qui était là il y a 10 minutes avant et qui pèse genre 50 kilos de plus. Donc, non. Ça fonctionne pas. Et sur le passage de ceinture, là, petite réflexion entre les Hardy, les Usos. Les Hardy qui ont bien fait de revenir, pour la peine, à WWE. On prend les mêmes et on recommence. il y a 2 ans, hein. C'était il y a 2 ans que juste. Alors pour le coup, c'était à Mania. Là, c'est le surlendemain de Mania. Les Hardys sont de retour. On leur donne la ceinture. Enfin bon, ils étaient déjà de retour depuis. Je sais pas. Ils étaient revenus, ouais, mais ils avaient rien vraiment fait d'eux. C'était même un peu dommage. Là, quoi. Mais bon, faut saluer que Matt Hardy a enfin retrouvé la ligne. Il va à la salle, le mec. C'est plutôt bien. Après, mon seul problème, c'est que j'ai pas du tout de nostalgie pour les Hardy Boys. Et j'ai vraiment l'impression, à chaque match que je vois d'eux, en fait, j'ai l'impression de voir les mêmes choses tout le temps. Ouais, donc, c'est clair. Ils sont là, ils sont venus, et ils vont repasser pour passer le plat, là, entre les Usos et puis les prochains champions, quoi. J'espère que ça va pas être non plus un règne qui dure trop longtemps. Mais donc voilà, j'ai rien de spécial à dire. De toute façon, les Usos, je pense que eux-mêmes avaient pas vraiment de. Enfin, ils ont eu leur victoire à Mania. Peu importe de perdre 2 jours après, quoi. Tout le monde conservera, gardera en tête la victoire de Mania. Tout le monde aura oublié la perte de ceinture à SmackDown.
Bon, bah, il y a pas que Lars Sullivan d'ailleurs hein, qui fait des allers-retours entre Raw et SmackDown. On a aussi Becky Lynch qui est là pour nous faire une promo qui t'a plu visiblement, ce que tu disais au début de notre analyse. Elle est focus, elle est en mode confiance et, euh, et elle va défendre ses deux ceintures dans les deux shows, quoi. Hein. C'est Becky Two Bells, hein, bordel de merde. Donc, elle est le champ, comme elle dit. Faut choisir, Voilà. soit champ, soit Becky Becky Two Champ Bells. Champ. Voilà, envoie un ou deux au 8 28 28 pour choisir le nouveau surnom à la con de ta championne. Et puis elle finit, voilà, elle essaye de célébrer un petit peu sa victoire une fois de plus. Mais Lacey Evans débarque et lui place son Women's Right pour Ouais. l'étaler, je crois. Et elle s'en va, celle qui s'en va du coup. Ouais, elle met son coup de poing puis elle se barre. Oui, en fait, Becky reste à terre pendant super longtemps Ouais. Elle l'a donc enfin Lacey vendu Evans parce que s'en va. Arrow, elle avait juste pas vendu le finisher Ouais. de C'était genre de Lacey Evans. à Raw, c'était genre attends. Mais qu'est-ce que Mais alors, je vais pas dire que la promo était incroyable, mais ce que je voulais dire, c'était que on avait l'exemple d'une promo babyface donc à Raw et à SmackDown de Becky Lynch, qui pour moi, ça raconte pas grand-chose, mais c'est fait avec énergie, donc du coup, c'est au moins agréable à écouter. Ouais. Et en plus, c'était pas exactement les mêmes mots, mais bon, c'était le même propos. Mais voilà, c'est fait avec énergie, tu vois. C'était ma comparaison avec Kofi Kingston où on a l'impression que Kofi Kingston, il est à son anniversaire, on vient de lui offrir un cadeau et puis il fait oh merci beaucoup. Et puis il est obligé de dire merci. Sinon, c'est pas très sympa pour quelqu'un qui vient de t'offrir un cadeau. Oui, voilà. Et il a pas l'air, il a pas l'air du tout conquérant. Il nous ouvre pas vers le futur en fait. Il nous excite pas pour le futur en fait. Il est juste là pour dire c'est bien, merci. Et donc Becky, C'est ça m'étonne. l'inverse. Ouais, ça m'étonne que ça soit Lacey Evans qui soit mise en avant direct pour une possible nouvelle rivalité. Est-ce que c'est juste pour peut-être c'est peut-être juste pour gagner du temps jusqu'à la semaine prochaine, hein, qui sait. Peut-être. Au Mais moins, ça a le mérite d'être rafraîchissant. Toi, on a un peu ouais. fait le tour des challengers. Soit Oui. entre ceux qui sont pas intéressants et ceux qui bootent sur Twitter. Alors j'espère vraiment que Lacey Evans, j'espère il l'entraîne vraiment bien en coulisses là parce que ce qu'elle a fait pour l'instant dans le main roster ou dans participation à des multi women Ah bah, match, elle a rien fait encore, hein, main roster. elle a je crois qu'elle était dans une, c'était quelle Battle Royale? Si le Rumble, elle avait ouvert le Rumble, Le elle avait fait une Rumble. grosse promo, elle avait eu un face-à-face C'était avec horrible. Charlotte. Ouais, mais ce qu'elle avait fait au Rumble, c'était juste Mais c'était ridicule, elle s'était fait n'importe jarter quoi. par Natalia, je crois. Donc voilà, il y a la pression. J'espère que je pense que c'est surtout ça en fait. Je pense que j'espère que Qu'elle est tous prête. ces allers-retours en mode top modèle vont l'habituer à être dans une grande salle. Ouais. Donc parce qu'elle est capable de faire un match correct. Ouais, Je l'ai vu à NXT, NXT, voilà. C'est pas, on n'est pas dans les catastrophes justement à la Aliyah ou Vanessa Borne là, qui ont genre littéralement 3 moves et qui avancent à vitesse d'escargot. Donc curieux, voilà, curieux de tout ça et puis curieux de voir comment vont se passer est-ce qu'il va pas y avoir une arnaque sur les ceintures de Becky? Parce que avec Une arnaque? dans le sens où au moment de la draft, peut-être qu'ils vont annoncer «Eh Becky, tu 2 ceintures, Tu dois en choisir une? ouais voilà, tu dois en choisir une», tu vois? Ou un truc du genre. Ah. Parce que je pense que ça va être quand même sacrément compliqué pour eux de booker la Ouais. perte de 2 ceintures. Parce que forcément Becky doit la perdre. Enfin, j'imagine pas perdre une ceinture et pas perdre l'autre en fait. Enfin, je veux dire dans le même espace de temps. Je pense qu'elle va perdre les 2 ceintures dans un espace assez court quoi. Donc peut-être. Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, ça peut être un angle sympa de dire, bah voilà, tu dois choisir une ceinture, laquelle tu dois choisir.
Est-ce qu'elle irait vraiment choisir? C'est difficile pour un babyface de se retrouver à Ou choisir. alors, elle va devoir défendre la ceinture de Raw le lundi Raw, qui va ouais. suivre avec en multi, je sais pas, c'est contre 5 autres adversaires féminines. Enfin, 5 Ah, autres filles et 5 autres filles à SmackDown le jour d'après. Et et à SmackDown, ça va être plus compliqué parce qu'elle se sera fait bouffer la veille et oui, voilà, peut-être qu'elle va garder la ceinture de Raw et perdre la ceinture de SmackDown. aller à Raw. Ouais, bah Ouais, carrément. voilà. Moi, je vois bien un truc comme ça. Parce que c'est compliqué. Du coup, Becky Lynch va pas être dans la draft. À quoi ça draft elle paye de ceinture. Enfin bref, donc voilà, je suis assez curieux. Ils ont donné aucun indice de ce qui va se passer vis-à-vis de Ouais. ces ceintures-là. Bon, en tout cas, il y en a un qui est venu nous mettre une cartouche, c'est Sami Zayn. Il est venu, il a dit en fait, vous me méritez pas. Puis il est reparti. Les classiques. Et on arrive au main event. Le New Day qui affrontait donc Sheamus, Cesaro et Drew McIntyre. Pendant la pub, Drew McIntyre a disparu parce qu'il s'est blessé visiblement. Et à la fin, Kofi place son Trouble in Paradise sur Sheamus pour la victoire. Donc victoire évidemment du champion et de ses deux frangins dans un tout petit match. Ça n'a même pas duré même pas 8 minutes. Ouais. Et puis surtout ce truc très bizarre, Drew McIntyre qui est complètement disparu. Et à la fin, la célébration tant attendue pour Hank qui adore voir le fils complètement taré de Kofi sauter sur les cordes. Femme et enfants sont là. Tu sais, j'ai arrêté avant de la regarder. Là. C'est vrai. J'ai vu que les enfants arrivaient, j'ai fait oh c'est bon. Oh non, une famille heureuse. Non, je coupe. Non, du bonheur. Et clap de fin, la fête est vraiment terminée. Je veux dire, WrestleMania plus Raw plus SmackDown, tout ça, c'était pareil. On a fini de célébrer la victoire de nos chouchous avant de prochaines aventures, les aventures incroyables de Kofi Kingston qui s'annoncent. En espérant que Drew McIntyre s'est pas cassé la cheville. Ouais, c'est vrai. J'espère que. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ça va pas durer trop longtemps s'il a besoin de prendre une petite pause. Mais ouais, donc un épisode de SmackDown qui a pas énormément fait avancer les choses, mais qui avait pas tant de passages vraiment ennuyants non plus. Alors peut-être que c'est mon habitude de voilà, j'ai tellement plus regardé d'épisodes de Raw que de SmackDown, donc du coup mes critères sont plus bas, mais donc ouais, c'était pas ouf, mais c'était pas horrible non plus. Et il y avait quelques indices du futur. Ouais, ça, on a planté quelques petites graines pour le futur, et le futur, c'est le shake-up, c'est la semaine prochaine, mais avant ça, c'est l'heure du mot de la fin. Donc, Hank, tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, mon top, c'est la suite Randy, RKO et Owens avec son stunner, parce que j'ai trouvé ça... la première fois, j'ai fait... Enfin, Orton qui passe, j'ai fait « Oh !» Et après, j'ai vu Owens et là, j'ai éclaté de rire. Il y en a combien? C'est quoi, c'est une voiture de clown? Donc, ouais, non, c'était marrant. Et mon flop... qu'est-ce que c'est mon flop? C'est Lars Sullivan. Qui pour moi pas vraiment de place pour l'instant dans les rosters principaux. Je sais pas comment il pourrait l'amener, mais en tout cas c'est pas la bonne façon. Et ma note, on va être gentil, 3,5. Oh oui, ça va, ok, très bien. Ouais, c'était agréable. C'était pas marquant, mais c'était agréable. D'accord, ok, je vois le genre. Moi, mon top, je vais le donner à cette promesse de duel entre les deux Golgoth, Braun Strowman et Samoa Joe. Je trouvais que c'était vraiment annoncé du lourd là pour le futur. C'est plutôt bien vu. Mon flop, écoute, je vais le donner à cette célébration de Kofi qui manquait quand même un petit peu de saveur au début, mais mon flop, je le donne au bonheur. Je le donne au bonheur.
Bon, voilà, c'est pas, il y a pas vraiment y a rien qui m'a vraiment, toi, c'était pas ça, tout ça allait, mais bon, je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait un peu de folie, mais c'était pas, on n'en était pas là. C'était vraiment en mode, voilà, c'était mon pote, je suis content d'être là et tout. C'est un petit flop. Et ma note, pour autant, je vais mettre 2,75, puisque je me suis j'ai trouvé ça que ça ressemblait vraiment beaucoup à Raw pour avoir vu les deux shows. J'avais un peu l'impression de revoir un petit peu la même chose, Bon, je dois version t'avouer SmackDown. maintenant, j'ai surnoté pour respecter Giscal. Ah, c'est très bien. C'est très bien. La vérité est toujours entre les deux. Mais que c'était plus court, du coup, quand c'est plus court, bah, c'est mieux. Ça marche pas dans tous les domaines de la Ça vie, dépend mais des fois. n'appliquez pas ça dans tous vos, voilà, dans votre vie en général, hein, mais là, c'était ça roulait plutôt tout seul. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, vous Il avez y en a plein compris. des comme ça. Allez, donc n'oubliez pas, Catch Up, votre podcast qui résume, analyse des shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver évidemment en audio sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, en vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. On a aussi un lien Discord, n'hésitez pas à cliquer dessus dans la description de l'épisode. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire votre top, votre flop, votre note, ce que vous avez aimé, pas aimé, quelles sont vos attentes pour le shake-up qui aura lieu la semaine prochaine. Il va y avoir du changement à tous les étages. Hank, je te remercie de m'avoir rejoint dans la Maison Bleue pour critiquer et analyser ce show du surlendemain. Et oui, et je sais pas, ça fait ultra longtemps que j'avais pas fait un épisode de SmackDown. Je crois que ça fait plus d'un an, hein, que j'avais pas fait une Alors, chronique de SmackDown. ça, Et ben ça fait bizarre parce que ça passe vite et on se plaint beaucoup moins. on n'a on n'a pas le temps de se plaindre que c'est déjà terminé. Enfin. Voilà, exactement. Bravo SmackDown. On vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine et d'ici là on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut. Voilà, il va falloir changer, etc. Il va falloir changer de tag team, etc. parce que ça n'excite personne. Exactement, ça n'excite personne, c'est Sasha Banks and Bayley.